Nous partons de votre ouvrage « Être parent au XXIe siècle » sous votre direction aux éditions Michel et aussi de votre conférence faite à Liège, préparatoire aux journées People 10 sur le thème « Vouloir un enfant ». Alors, Myriam, vous parlez de faire famille, et ce mot « faire » a retenu toute mon attention. Il nous montre bien que l'on ne peut plus se contenter du droit du sang pour construire un lien familial qui vaille. De plus, il me semble que vous examinez les nouvelles façons de faire famille sans aucune nostalgie. La position de la psychanalyse lacanienne ne consiste pas à en revenir aux solutions à la papa. Qu'en dites-vous? Oui, merci Daniel pour cette question. C'est vrai, aujourd'hui, la déclinaison de la famille se veut multiple, monoparentale, homoparentale, hétéroparentale, bien sûr, avec ou non le recours à la technomaternité, et se révèlent de nouveaux genres, des nouveaux couples, des mariages inédits, et tous sont désormais les nouveaux visages de la famille. Et comme vous le dites très bien, au XXIe siècle, la famille ne repose plus sur la lignée patriarcale, c'est un fait, mais plutôt sur les formes du conjugal. Quels que soient finalement ces parents modernes, quelles que soient les variétés du conjugal, il existe un invariant, un résidu du conjugal, quel qu'il soit. Ça, c'est vraiment l'enseignement lacanien qui nous permet en effet d'extraire cela, et comme le disait Lacan, la famille conjugale dans l'évolution des sociétés met en valeur l'irréductible d'une transmission, disait Lacan, qui est d'une constitution subjective impliquant la relation à un désir qui ne soit pas anonyme. Évidemment, c'est le point le plus important. Il semble que le fantasme freudien, un enfant est battu, est promis à détecter de nouvelles déclinaisons. Le roman familial du névrosé n'en a pas fini d'exister, quoi qu'on en dise. On perçoit bien à s'enseigner des témoignages des AE que chacun, chacune, s'est construit une famille fantasmatique, pas piquée des vers, pas convenable, pas la famille qu'il faudrait, pour traiter en fait la jouissance en jeu pour l'enfant. On n'est pas là dans la sociologie de la famille, correcte ou normale. Celle qui va servir de famille, il faudra l'inventer. Qu'en dites-vous? Oui, Daniel, aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord, il ne sert plus de crier au loup. Les enfants de la science ou la fabrication des bébés est en marche depuis déjà un moment. Par contre, il apparaît essentiel de s'interroger sur les droits des enfants conçus par PMA ou GPA, et c'est d'ailleurs ce qu'envisage le Conseil national d'éthique, parce que cela semble absolument nécessaire pour une sorte de rééquilibrage entre droit à l'enfant et droit de l'enfant. On a connu un moment en France politiquement avec la circulaire de Taubira en 2013 où en effet était mis en avant qu'un certain nombre d'enfants nés sous GPA ou MPA ou PPA de couples français n'avaient aucune existence légale. Mais surtout, soulignons que le droit à l'enfant, le droit à jouir de ça, se loge aussi souvent dans un communautarisme. Et comme le souligne Éric Laurent, l'enfant à venir ne peut se réduire à une idée communautaire. Ainsi, le désir d'un enfant se construira s'il est mis au monde par des désirs particularisés. Et pour le dire autrement, comme je le disais tout à l'heure, par un désir qui ne soit pas anonyme. Et en effet, dans le cas de PMA, avec des dons de gamètes ou d'ovocytes, le droit à l'enfant à connaître l'identité du donneur semble crucial pour décompléter l'effet communautaire. À lui ensuite d'en faire son roman, et je suis tout à fait d'accord
avec cela. Chacun ensuite en fait son roman, chacun interprète le qu'est-voy, que me veut l'autre, que me veut-il, et a affaire au réel, au stigmate. Lacan disait que chacun avait affaire avec le fait d'être né de ce ventre-là et pas d'ailleurs, et c'est en effet le réel enjeu dans toutes les coordonnées de la naissance d'un être humain. Et celui-ci, à cause ou avec le malentendu de la langue, en fera sa propre interprétation, quelle que soit sa famille. En effet, il en interprétera autre chose, en interprétera une volonté, un désir, mais ce sur quoi il peut s'appuyer pour justement être créatif, c'est sur un désir qui ne soit pas anonyme, un désir particularisé. C'est primordial. Même pour la mère, on n'est plus sûr de rien. Qu'en est-il de l'instinct maternel aujourd'hui? Peut-on parler d'un rejet du signifiant maternel, corrélé par exemple à la fabrication possible d'un enfant dans un utérus externe au corps de la mère? Qu'en dites-vous? Alors, deux choses. D'abord, je dirais que l'instinct maternel, comme l'instinct paternel, finalement, n'existe pas. Par contre, au temps du discours capitaliste, au temps de la société de consommation, la question du malaise au cœur de l'institution familiale est posée tout à fait autrement. Et s'il n'y a pas d'instinct, ça veut dire que de tout temps, chaque père, chaque mère s'est interrogé, s'est questionné au moins lors de la venue d'un enfant sur ce qu'il en était, de sa place, de son rôle, de sa fonction. Il n'en demeure pas moins qu'au XXIe siècle, en effet, les remaniements contemporains de l'ordre symbolique ont dévoilé un trou dans le savoir, un trou sur comment faire famille. Étant entendu que jadis, la fonction du père et de l'interdit masquait ce trou. Chacun donc aura à inventer, à trouver sa formule d'être père ou mère, sa façon de faire famille, comme en effet nous le montre la clinique de la maternité. Bon, la question se pose sans doute de manière un peu décalée pour les couples homosexuel masculin, en tout cas dit comme tel, avec toute la précaution que Lacan nous a transmise entre ceux qu'il a nommés les appelants du sexe et les tenants du désir, côté femme, côté homme, pour vraiment faire entendre que la question du biologique dépassait le positionnement psychique de tout un chacun dans son rapport à sa sexualité et à son sexe, et qu'il s'agissait d'un choix, un choix psychique bien au-delà du biologique. Et surtout à partir de ça, surtout que les pères et les mères sont davantage des fonctions. Des fonctions pour un sujet. Et c'est là que rentre en ligne de compte la question du désir. Alors, j'ai été frappée, par exemple, en lisant le livre de Marc-Olivier Fogiel sur son faire famille à lui, avec deux petites filles qu'il a eues avec son conjoint grâce à la GPA éthique. Et c'est vrai qu'il affirme que ces deux filles n'ont pas de mère. Bon, le professeur Ansermet, dans son livre sur la fabrication des bébés,
écrit plutôt qu'avec le don d'ovules et la gestation pour autrui, les choses se passent en plusieurs termes et on est amené à distinguer la mère qui donne l'ovule, la mère qu'on pourrait dire utérine, qui porte l'enfant, et puis la mère qui donne sa présence au jour le jour avec l'enfant. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, eh bien, cette liste n'est pas exhaustive. Donc, on peut être nombreux sur la photo, ce qui pose aussi la question de comment on fait les bébés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette question est extrêmement d'actualité et sa réponse n'est plus du tout univoque. Mais dans ce livre, Qu'est-ce qu'elle a, ma famille, d'Olivier Fogiel, il refuse en effet d'utiliser le signifiant mère pour la femme qui a donné l'ovule et la femme qui a porté l'enfant. Alors je me suis demandé qu'est-ce que ça cachait ? Et il est indéniable à le lire qu'il y a une forclusion, il y a un quid du signifiant mère. Et il écrit d'ailleurs que ces filles n'ont pas de mère mais de papa. Mon hypothèse, c'est que Marc-Olivier Fogiel est en position maternelle, qu'en fait c'est lui la mère. Et ne lui en déplaise, j'irai dans la vague proposée par François Ansermet. Ces filles ont plutôt plusieurs mères, la mère donneuse, la mère génétique, la mère porteuse, la mère gestatrice et une mère d'intention. Et en l'occurrence, c'est lui qui est en position maternelle. S'il y a une forclusion du signifiant maternel, il n'en demeure pas moins que la position maternelle est bien présente, est bien soutenue par le désir de cet homme pour ses filles. Et en effet, au XXIe siècle, les fonctions sont interchangées.